Bonjour à tous, vous êtes sur la radio ici et maintenant 95.2 FM Paris, c'est Cyberculture présenté par William. Et aujourd'hui j'ai deux invités, Christophe et Tristan Nito. Salut à vous. Bonjour à toi. Comment ça va aux auditeurs. Moi je vais très bien depuis la dernière fois. Ah bah. Oui, et puis on reçoit un invité de marque. Enfin disons sans marque. Ah oui, c'est... Ah il y a de l'humour, Oui. Bon, on se retrouve tout de suite après l'intro. T'as même pas dit son nom. Tristan Nito. J'ai dit Tristan Nito. Autant pour moi. Attends, j'ai répété ça devant le miroir ce matin et tout, pour pas me tromper. Moi là, tout de suite. Tout de suite. Radio ici maintenant, 14h, 15h30, Cyberculture, l'émission qui réveille vos tartines. Bonjour à tous, bonjour à toutes, vous êtes sur la radio ici et maintenant 95.2 Paris FM, c'est Cyberculture, je suis avec Christophe et Tristan Nito. Bonjour à vous. Oui, bonjour à toi, bonjour aux auditeurs. Et aux auditrices, faut pas les oublier aussi. Oui, auditrices, parce que bien tu as sûr. beaucoup de fans, femmes, et j'ai reçu beaucoup de mails. Quand Christophe revient, il est là. J'ai fait énormément d'événements. Ah, c'est vrai. Ouais. Bah, J'en ai fait deux gros. Je rappelle juste que notre chat est ouvert de 14h à 18h, chat.rim952.fr. Oui, et aujourd'hui, là, on reçoit un invité qui est déjà venu l'an passé, en 2014. Et on m'a dit tout à l'heure que le podcast de l'an passé a été diffusé. C'est ça. Et parce que j'étais pas là la semaine dernière. Ah, tu n'étais pas là. Oui, j'ai séché. D'accord, c'est pas bien. Donc l'invité du jour, c'est Tristan Nito. Bonjour Tristan. Bonjour tout le monde. Merci d'avoir accepté de revenir à notre émission.
Bah, c'est un plaisir. C'était tellement bien la dernière fois. Je vais essayer de revenir. Puis bon, quand même, aujourd'hui c'est la Saint-Valentin. Avec tous tes succès féminins, je me suis dit que peut-être qu'il y aurait de la belle compagnie. Je suis un peu déçu quand même. Tu vois, là, je pensais qu'il y aurait plein de filles dans le studio. Ouais. Bah, il y a la Moi, deuxième- je peux sortir la perruque si vous voulez. Hein. il y a la deuxième émission avec Olivier. On Que a tu- nos chances, tu crois? Je sais pas, mais Olivier est un homme. Hein. oui, mais on sait pas quelle surprise il va nous prévoir. Ok. Pour nos éditeurs, peut-être que Tristan, tu pourrais te présenter. Oui, alors voilà, Tristan Nito, 48 ans. J'ai longtemps travaillé chez Mozilla et je n'y travaille plus depuis quelques jours, puisque je suis en train de travailler sur un livre à la place, ce qui m'occupe pas mal. Voilà. Et le livre dont j'ai déjà vu certains chapitres. Bah oui, et pour cause, puisque les premiers chapitres, les 17 premiers chapitres sont déjà publiés sur mon blog, standblog.org, et ça porte sur la surveillance de masse, le contrôle de l'informatique et de nos données, parce que on sait que c'est un problème inquiétant Oui. actuellement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui, c'est le contrôle des données. Ça tombe bien, Oui, c'est pratique, parce que tu sais, j'ai fait un livre. Non, non, le livre il est en cours, il n'est pas terminé. oui, c'est vrai, c'est Oui, vrai. Oui, mais tu j'écris un livre. Oui, oui. Et donc cet ouvrage, combien de chapitres sont prévus? Parce que tu en as annoncé 17, mais Eh ben, en fait, je suis en train de l'écrire, donc je sais pas. ou peut-être qu'il y aura plusieurs tomes. Il y a plusieurs parties et après je sais pas. Là, je suis au milieu de la deuxième partie. Et puis bah, je pense qu'il y aura 4 parties et donc ça devrait faire une trentaine de chapitres en tout. Ouais. Mhm. Et donc je pense que tu dois revenir à l'origine, on va dire, tout le début du commencement de Le slash route. l'informatique. Oui, bien sûr, il y a le slash root. Non, mais ça c'est pour quand on est sous l'environnement Linux, au point de la racine. Moi, je parle avant la racine. Ah, tu fais du bas niveau là. C'est ça, du matériel. Voilà. Ouais. Tu sais, avant que même vous, auditeurs, Que tu sois né. oui, qu'on connaissait l'ordinateur et le web, bah, il fallait quand même des ordinateurs. On va Oui. pas remonter à Pascal qui a inventé le. Non, enfin, on pourrait, mais je sais pas si on va avoir le temps là. Mais- non, dans le livre, je commence vraiment au début de l'informatique personnelle. C'est-à-dire que bon, déjà, je rentre pas dans ce qui est détail de l'informatique professionnelle. Je commence en gros un petit peu avant l'Apple II. C'est-à-dire, tu as une année à peu près précise Oui, on va dire, de milieu des années 70. on va dire. D'accord. Et à ce moment-là, c'était vraiment un truc de l'informatique, c'était un truc de hobbyiste. Donc, en gros, tu achetais tes composants dans une boutique d'électronique où tu les commandais à distance, tu assemblais ton ordinateur avec, tu n'avais quasiment pas de logiciel, fallait que tu écrives ton logiciel et après tu t'en servais. C'était vraiment, il n'y avait rien, quoi. Tu commençais littéralement from scratch. Et là où c'était intéressant, c'est que comme tu écris ton logiciel et que après tu utilises le logiciel, c'était l'instant où on avait complètement le contrôle de l'informatique. Mais évidemment, c'était pas pratique du tout parce que bah, déjà, il fallait avoir du temps à perdre à programmer, à apprendre à programmer avant de programmer, etc. Et, après, et ce, avant de commencer vraiment à utiliser l'ordinateur pour des choses concrètes. Mais ça avait l'avantage qu'au moins, on contrôlait absolument tout. Seulement, cette division entre la création de programmes, la création de logiciels et l'utilisation de logiciels, quand les gens sont devenus quand certains sont devenus des développeurs professionnels, il y a eu comme une rupture en fait, et ça a été, si j'ose dire, le début de la fin, alors qu'on était en fait juste au début, le début de la fin du contrôle de l'informatique. C'est-à-dire qu'on a commencé à utiliser des logiciels qui étaient faits par d'autres personnes. Et tout ce qu'on pouvait faire, c'était dire ah, mais le logiciel ne fait pas ce que je veux. Monsieur le développeur, est-ce que vous auriez la gentillesse de le changer pour moi? Et s'il n'a pas envie? Eh ben, t'es mal. Non, attention, il y a des développeurs, ils sont sympas. Ah non, mais ils sont écoutent, pas. Ils sont. mais Oui, il y en a oui. d'autres, ils sont barrés. Et après, il peut y avoir juste des intérêts économiques divergents, parce que l'intérêt pour un développeur, ça va être d'écrire une fois le logiciel et de le vendre à X personnes. Et donc, il vise pas, il essaye pas particulièrement de te rendre service à toi. Mhm. Il essaye juste que tu deviennes client et que tu restes client. Parce qu'on a du coup introduit une relation commerciale.
Et ça veut dire qu'il ne développe pas spécialement pour toi, mais pour une catégorie d'utilisateurs. Et puis en plus, il y a un truc un petit peu pervers, c'est que le développeur n'a pas forcément envie de faire toutes les fonctionnalités que tu voudrais. Typiquement, puisqu'il fait le logiciel, il peut avoir envie que tu restes utilisateur de son logiciel. Donc, par exemple, il ne va pas permettre d'exporter facilement les données. Tu vois, tu en aurais bien besoin parce que tu as envie de quitter ce système, mais lui, il te fait ah oui, mais là, écoutez, c'est pas possible, j'ai pas le temps, ou alors il te fait une fonction qui marche mal ou qui perd certaines données. Enfin, Oui, bref, pour qu'il revienne vers toi, qu'il soit dépendant, voilà, exactement. qu'il soit en manque. Exactement. Et donc, on voit que le fait qu'il y ait un utilisateur d'un côté et un développeur de l'autre, eh ben, ça crée une tension. Et là, déjà, on commence à perdre le contrôle des données. Il y a d'autres histoires dans le même genre où on peut dire par exemple que chez un fabricant de traitement texte comme Microsoft avec Word, il faisait un format de données qui était tel que on puisse pas, ou on puisse pas facilement du moins, ouvrir ces documents avec un autre traitement de texte. À l'époque, je ne sais pas si vous vous rappelez, ami auditeur, il y avait c'était Works, c'était pas Word, mais Works, un logiciel qui était fourni avec le système d'exploitation dans les ordinateurs, où que dedans tout était verrouillé, puisqu'il n'était même pas compatible avec les autres produits Microsoft. Ben oui, Enfin, de la gamme. C'était une autre source de tension, c'est que en fait celui qui écrit le logiciel, il décide de ce qui est possible de faire avec l'ordinateur, et s'il décide que le stockage des données n'est pas compatible avec d'autres logiciels, eh ben nous en tant qu'utilisateurs, on n'a qu'à acquiescer, quitte à faire la grimace, mais en tout cas on n'a pas tellement de choix là-dessus. Et il y a du coup un mouvement en réaction à ce manque d'indépendance et de contrôle, un mouvement qui s'est créé, le mouvement du logiciel libre, créé par Richard Stallman, qui a dit écoutez, moi ça suffit, j'en ai marre que les choses soient comme ça. J'ai besoin d'avoir le contrôle sur mon logiciel. Je veux pouvoir le modifier, le redistribuer. Je veux pouvoir regarder comment il est fait et je veux pouvoir étudier et apprendre de la façon dont il est fait. Parce que le partage, d'après Richard Stallman, pour lui, éthiquement, c'était indispensable. Tout à l'heure, tu as parlé de 1976 à peu près, l'arrivée de l'Apple II. Ouais. Mais ça, c'était, on va dire, il fallait avoir un certain moyen, parce que le prix Financier. était financier, oui. Oui, c'était cher. Ouais. C'était assez cher. Moi, j'ai repéré plutôt dans les années 80-85 l'arrivée des machines, enfin des nouveaux ordinateurs grand public qu'on peut appeler, il y avait les TO5, les TO7, MO5, Atari, Amiga, Amstrad. Ouais. Tous ces ordinateurs qui sont arrivés pour le grand public. Connor 64. Oui, Donc, aussi. pour les Commodore. Ou les ZX81. Et c'est pas arrivé à la même période. Mais c'est dans les années 80-85. Presque les mêmes. Hein. Enfin, c'était pas si éloigné que ça. Oui. Et là, avec ces nouveaux matériels, il y avait peut-être des choses à faire. Où c'était toujours. L'année 76 a fait la bascule vers la scission entre le développeur et l'utilisateur. Non, c'est pas précisément l'année 76. C'est que, disons que au début, c'était des hobbyistes et ils apprenaient ensemble et ils avaient beaucoup de plaisir à échanger des trucs et astuces de regarde ce que j'ai fait avec mon logiciel. Ah, c'est sympa, vas-y, est-ce que tu peux me donner le code, que je le modifie, que je l'adapte à mes besoins? Et donc il y avait pas d'enjeux économiques au niveau des logiciels et ils partageaient sans souci. Dès lors qu'on a commencé à créer une industrie, et une industrie du logiciel en particulier, c'est devenu plus compliqué, puisque là, le développeur, il ne voulait pas partager le code source, il voulait juste que les gens soient des utilisateurs passifs et ne puissent pas modifier le logiciel. Parce qu'il avait investi du temps dedans, et donc il espérait bien un retour sur investissement. Ce qui est aujourd'hui, en fait, une grande partie de l'industrie du logiciel fonctionne comme ça. Mais il y a toute une partie donc créée avec l'approche du logiciel libre. Là, c'est le milieu des années 80 avec Richard Stallman. Donc c'est 84, septembre 84, je crois, que Richard Stallman a dit bon, on est en train d'arriver vers ce qu'on appelle des logiciels privateurs de notre liberté, et
il faut réaffirmer le principe du partage. Donc en fait, il y a eu 76, c'est pas précisément une date, mais c'était l'époque où on partageait un peu de tout. Et puis 84, on s'était suffisamment enfermé dans une période où le côté propriétaire et l'absence de partage était en train de devenir la norme. Et c'est là que Stallman a dit il est temps de créer une nouvelle approche qui est celle du partage à nouveau. Et ça me fait réagir, parce que là tu parles de partage de contenu, donc dans ces années 80, moi fait mes premiers logiciels, on va dire, Mhm. où que c'est vrai, je confirme que j'étais le propriétaire du code source, Ouais. mais rapidement je me suis rendu compte que je pouvais m'en servir de mes données vers d'autres logiciels. Et donc je l'ai un peu ouvert, pas complètement, hein, je l'ai à moitié ouvert. Et je pense que ce phénomène, ça s'est aussi ressenti parce que j'étais pas tout seul dans cette approche-là d'ouverture. À part Richard Stallman, qui était, on va dire, qui mettait en avant cette approche. Est-ce qu'il y avait d'autres personnes qui ouvraient cet horizon en disant attention, prenez conscience à vos données, faites attention, ou c'était pas encore vraiment une prise de conscience? Stallman, lui, il venait du monde de la recherche scientifique, hein. C'était un scientifique au MIT, et pour lui, c'était la science, c'était les mathématiques, c'était la physique. Il faut savoir qu'en fait, au départ, Stallman, si ma mémoire est bonne, est mathématicien, et même un excellent mathématicien. Et donc pour lui, en fait, c'est ouvert par défaut. Et le travail qu'on fait est obligatoirement, parce que c'est un scientifique et que ça doit être validé par des pairs, est forcément ouvert. Et donc il venait de ce point de vue-là. Puis à côté de ça, il y a une approche qui était beaucoup plus marchande, qui était, bah non, c'est ma propriété intellectuelle, c'est un terme qui est encore très décrié aujourd'hui, dire c'est moi qui l'ai fait, c'est moi qui l'apprends. Et il y avait cette tension entre les deux. Ça n'est que plus tard que il y a eu des organisations, et je pense en particulier à l'April. Alors, j'ai pas la date de création de l'April, mais ça doit être milieu des années 90. Il y a aussi des gens comme l'AFUL, là c'est plutôt 1998, des gens qui sont décidés. Donc l'April, c'est l'association pour la promotion et la recherche en informatique libre. L'AFUL, c'est l'association française ou francophone des utilisateurs de libre. Mhm. Donc ça, c'est des gens qui se sont dit, ben, le libre est une grande idée et c'est essentiel si on veut garder le contrôle sur notre informatique que de garder le contrôle sur les logiciels. Et pour ça, il faut promouvoir le logiciel libre. Mhm. Et comment tu te positionnes? Parce que là, tu as parlé de libre. De l'autre côté, il y a tout ce qui est privatif, donc propriétaire, donc ça veut dire que c'est commercialisé. Mais au milieu, il y avait tout ce qui était l'univers du shareware, freeware, domaine public, toutes ces, on va dire, ces pseudo-licences où que c'était les indépendants qui faisaient leur petit outil et qui partageaient un petit peu ou avec un petit peu d'argent. Oui, alors il y a eu une vague importante effectivement qui était autour du shareware et du freeware. Donc le freeware, c'est un logiciel qui est gratuit, mais ça ne veut pas dire qu'il est libre. C'est-à-dire que le code source reste fermé, mais on peut utiliser le résultat du code gratuitement. Mm. Euh, Et faire des dons. et en échange, faire des dons. Il y a aussi, enfin, on pouvait te donner des bières, enfin bon, etc. C'était pas simplement de l'argent. Oui. Et puis le shareware, qui était une variante qui était bon, assez gratuit au début. Il y a un petit incident technique, je sais pas ce qui s'est passé, hein. Oui, je sais pas, t'appuies sur un bouton? Ah, pas du tout, non. Tu nous as... Ouais, ouais, Alors, ouais. Non, non. juste un instant, on revient, mais merci de patienter.
désolé, le problème est réglé. C'est ça, la radio en direct. Merci de votre patience. Bon, allez, excusez-moi, Oui, je vais oui. recouper la chic comme ça. Non, Moi, mais je, moi, je dis, c'est encore toi, ça. Ou moi. oui, J'ai non, fait, non, j'ai fait un truc de télépathie, j'ai coupé le câble à distance. ouais, Bon, ouais, allez, ouais, téléportation Ouais. et donc avec les mauvaises revenons, ondes. voilà, revenons à nos moutons. Revenons à Allez. nos moutons, on parlait Shareware. de shareware. Ouais, alors le shareware par rapport au freeware, donc le shareware c'était je vous donne le résultat du logiciel, vous ne pouvez pas le modifier, vous pouvez juste l'utiliser, et si ça vous plaît, vous vous engagez sur l'honneur à me verser un petit peu d'argent. Et ça c'était pas mal parce qu'il y a un côté technique du revendeur de drogue, au début c'est gratuit, puis quand on a vraiment besoin ça devient payant. Et c'était un modèle qui était intéressant, mais avec le problème, c'est que ça ne donne pas l'indépendance pour autant à l'utilisateur, parce que si jamais il veut regarder comment se passe l'intérieur de ton logiciel, il n'a pas le droit, il peut pas. S'il veut le modifier, il peut pas. Et s'il veut en plus redistribuer des copies des versions modifiées, évidemment, c'est encore moins possible. Donc Si, c'est pas... c'est possible. Enfin, disons, Ouais. fait par, on va dire, des logiciels, on va dire, non autorisés. Oui, alors voilà, c'était possible, mais c'était pas autorisé. Et il y a aussi des cas où c'est carrément pas possible par un problème que peut-être il faut expliquer aux auditeurs. C'est la notion de code source et de code binaire. Alors c'est quelque chose qui est pas très simple. Tu as Oui, une oui. idée? Tu sais expliquer ça rapidement, toi ou... Oui. Alors, pour faire- Attention, je t'attends en tournant. Je t'attends en tournant. Bah oui, je sais bien puisque tu as aussi codé. Donc, en gros, pour faire un programme, il faut des lignes de code, donc avec des fonctions. Et ça ressemble un peu à de l'anglais, quoi, on va dire, Oui, un des mélange fonctions, d'anglais et de oui. mathématiques, on va dire. Et on le compile avec un autre logiciel et ça sort un exécutable. Et cet exécutable, on peut que l'exécuter. Je vais te le dire plus simplement. Aujourd'hui, un ordinateur, lorsque vous lancez un programme, la seule chose qu'il sait comprendre, c'est les 0 et les 1. Et pour pouvoir atteindre ce niveau-là, quand on fait par exemple, on est en train de programmer un logiciel bêtement, je ne vais pas rentrer dans le détail là-dessus, eh ben, on va le compiler. Et le fait de le compiler, c'est de le rendre binaire. Et à partir de là, l'ordinateur peut interpréter. On ne peut pas lui envoyer, genre vous faites un notepad et vous dites ouvrir lecteur disquette, ouvrir fenêtre, lui il ne va pas comprendre. Lui, ce qu'il comprend, l'ordinateur, au niveau processeur, c'est le binaire. Voilà. Et donc le binaire ou l'exécutable, pour que les choses soient simples, on va simplifier, on va dire que c'est la même chose. Donc en fait, si tu travailles avec un système qui produit un code binaire, eh ben, l'utilisateur il ne peut que exécuter le code binaire et il ne peut pas le changer. Donc ça c'est techniquement impossible. En fait, techniquement extrêmement compliqué de le changer. Donc Oui. voilà, techniquement c'est un tout petit peu faisable, mais on va dire extrêmement compliqué. de Juste le la petite parenthèse, à un moment donné, certains pirates, quand c'était sur Atari ou sur Amiga, même sur PC, décompilaient une partie du code pour faire sauter la protection et ils comprenaient une certaine partie, etc. Oui, ou modifier faire. Ouais, certains. mais c'était des gens quand même particulièrement brillants et c'est C'est pas ça. comme ça que tu développes des logiciels. Non, Ça, c'est non, mais beaucoup faire trop du rétro-engineering Et sur voilà. Works, c'était pas génial. Donc on va simplifier, on va dire qu'en gros si jamais on te file un binaire, tout ce que tu peux faire c'est le consommer, c'est-à-dire l'utiliser, mais tu peux pas le modifier, et en plus tu as signé un contrat, ou tu as accepté un contrat qui t'interdit de le redistribuer la plupart du temps. Mhm. Donc le shareware c'était bien, au moins c'était plutôt moins cher, tu pouvais essayer des choses, mais c'était quand même pas du logiciel libre, ça ne donne pas la liberté à l'utilisateur de comprendre comment ça fonctionne, regarder et analyser vraiment ce qui est fait, parce que ça c'est un autre problème en termes de contrôle, tu vois. C'est-à-dire que on te file un binaire, on te dit voilà c'est un binaire, c'est bien, ça fait un traitement de texte, c'est génial, mais tu sais pas ce qui est vraiment dans cette boîte noire, tu sais pas ce que fait le programme. Si ça se trouve, il prend tes données de ton disque dur, il est en train de les envoyer sur Internet, t'en sais rien. À l'époque, il n'y avait pas encore Internet. Non, mais il y avait probablement Internet, mais les gens ne l'avaient pas. Non, mais C'est- mais Oui. au niveau société, tu avais la notion de BBS professionnel, il y avait des modems, il y avait des transferts, tout était Il y avait- possible. il Tu y pouvais avait appeler des Minitel. numéros. Voilà, Et oui, là, non, je te parle international de Minitel, France et Belgique, uniquement. Oui, oui, oui. Mais on pouvait, transférer des fichiers à travers ces réseaux à la ouais. mode. Alors, donc, toujours est-il que même aujourd'hui, la difficulté en utilisant un logiciel propriétaire, c'est qu'on se retrouve avec une boîte noire, et si ça se trouve, ce logiciel fait des choses qui sont
qui n'est pas censé faire, et il nous dit pas qu'il le fait, et nous, pauvres utilisateurs, on n'a aucune idée qu'il le fait. C'est toute la problématique qu'il y a. Tu te souviens certainement, mais en juin 2013, un certain Edward Snowden a fait un ancien agent de la NSA et auparavant de la CIA, a quitté son boulot. Il a pris un avion vers Hong Kong avec les poches bourrées de clés USB remplies de slides PowerPoint de son employeur, qui explique tout ce que fait la NSA pour espionner les gens. Et un des composants essentiels de cet espionnage par les services secrets américains de la NSA, c'est qu'ils utilisent des systèmes cachés qui espionnent à l'insu de l'utilisateur et qui transmet ses données. Et ces systèmes, ils sont cachés en grande partie comment ? Parce qu'on utilise du code binaire sans savoir exactement ce qu'il fait. Et ça envoie ces données à la NSA et ça permet de nous espionner. Mais avant la NSA, il y avait eu aussi beaucoup d'affaires comme la BSA. Je sais pas si tu... la Business Software Alliance, c'était super. Alors là, c'était pas tellement. Alors, on peut dire que la NSA, ça se rapproche un peu de la Stasi, tu vois, l'espionnage est-allemand. Là où la BSA, donc, c'était plutôt la délation. Ça, tu vois, le côté corbeau aussi. Parce que là, en plus, eux, ils envoyaient des recommandés à l'aveugle. Mais ça, c'est plus au niveau piratage. Hein, non, mais c'était lié aussi de l'espionnage pour être sûr que les gens achètent ou possèdent bien le programme. Oui, mais c'est vrai que c'était une lutte contre le piratage, et ils encourageaient en fait les gens à dénoncer leurs petits camarades qui utilisaient des copies illicites des logiciels. Moi, je sais qu'en entreprise, dans un de mes anciens emplois, l'entreprise avait reçu. Et alors qu'on était toujours en règle. Et mon œil, je le connais. et je sais que... On ne dit pas de nom à l'antenne. Hein. Non, mais Pirate Magazine de l'époque où les puces informatiques aussi avaient énormément mis en avant le créneau. Donc c'était avant ce qu'on pouvait connaître aujourd'hui avec le web. Concernant, on va dire maintenant un peu plus à notre réalité de maintenant, parce que là on a parlé beaucoup de passé, maintenant c'est le web, et on consomme le contenu différemment, oui. Très différemment, puisque maintenant la consommation, lorsqu'on se connecte, on n'a plus cette notion de est-ce qu'on est dépendant des données ou pas. Est-ce que tu as une idée, on va dire, sur comment bien consommer, et même avant comment consommer, quand on se connecte, la consommation, quelles sont les données qui partent et quelles sont les données qui restent à nous. Oui, alors on va faire la transition par rapport à l'histoire. Tout à l'heure, on parlait de l'ordinateur personnel où il est devant toi et tu installes un logiciel dessus, et comme on est dans une époque avant l'Internet, tes données, elles restent en local sur tes lecteurs de disquette ou ton disque dur, ou ta clé USB. Bon, tout ça, c'est assez clair. Maintenant, on est revenons à aujourd'hui, dans une époque Internet, où il y a un concept qui a beaucoup de succès, qui s'appelle le Software as a Service, donc le logiciel en tant que service. Et un Software as a Service que beaucoup de gens utilisent, par exemple, ça va être Gmail. Tu te connectes à gmail.com, tu rentres ton nom d'utilisateur, tu rentres ton mot de passe, et dans ton navigateur, qui est un logiciel à installer sur ta machine, dans ton navigateur est affichée l'interface de Gmail. Tu te sers de Gmail, tu vois les courriers qui te sont envoyés, tu vois les courriers que tu peux envoyer, tu as toutes tes données, ton carnet d'adresses, toutes tes archives de mail, tout ça c'est dans Gmail. Mais Gmail, c'est pas dans ton ordinateur. Gmail, c'est ce qu'on appelle dans le cloud. Qu'est-ce que c'est que le cloud ? Alors le cloud, c'est des gros serveurs, des gros PC qui sont rangés, empilés dans des hangars où sont stockés les mails des gens, enfin, les mails et pas seulement, mais aussi des logiciels. Et concrètement, quand on se connecte à Gmail ou ce genre de service, ça marche aussi pour Facebook et pour tous ces autres services similaires, qu'est-ce qui se passe ? Concrètement, en fait, on récupère un morceau de Gmail qui s'exécute localement dans ma machine, et toutes les données, au lieu qu'elles soient sur mon PC, elles sont
dans le serveur Gmail ou Facebook. À distance. À distance. Et c'est ce qu'on appelle aussi le cloud. Alors, le cloud, ça a l'air compliqué, c'est comme le nuage de l'Internet. Mais non, vraiment, s'il y a une définition à donner du cloud, le cloud, c'est l'ordinateur de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que, concrètement, tu utilises des logiciels du cloud, type Gmail, type Facebook, ça veut dire que tu utilises le serveur, l'ordinateur de Monsieur Google ou de Monsieur Facebook, qui par la même occasion a tes données. C'est-à-dire que concrètement, mes mails, quand j'utilise Gmail, sont chez Monsieur Google. Et Monsieur Google, si on se donne le temps de lire les conditions d'utilisation, Monsieur Google te dit qu'il va lire tous tes mails et qu'il va les analyser et pour savoir qui tu es. Mais il en est propriétaire. Alors c'est pas vraiment, je sais pas, peu importe à ce niveau, on s'en fout du moment qu'il les lit tous et qu'il les analyse, peu importe. Moi, ce qui m'avait impressionné, j'étais parti il y a quelques semaines à l'étranger et je reçois, genre une demi-heure avant mon vol, je reçois une alerte sur mon Android qui dit attention, vous devez aller à l'aéroport. Je me dis, mais attendez, pourquoi il m'envoie ça? Et en fait, c'était Google qui avait analysé mes mails et qui savait que j'allais à l'aéroport. C'est bon, c'est ça, ok, moi c'est super utile, mais derrière j'ai jamais demandé ça. Mais non, mais alors déjà c'est intéressant parce que il lit tes mails. Oui. Bon, comme tu as un téléphone Android, il sait où tu es géographiquement parce qu'il y a la géolocalisation, donc il va te falloir 30 minutes pour aller à l'aéroport et il sait que tu prends un avion. Donc il sait, et puis en plus j'imagine que tu utilises Google pour faire des recherches sur le web, donc il sait à quoi tu penses à l'instant T. Genre, qu'est-ce qui t'intéresse en ce moment? Peut-être que c'est Kobané, dont tu as entendu parler, tu tapes Kobané, il sait que tu t'intéresses à ça à ce moment-là. Et comme il a tout cet historique des recherches que tu fais dans Google, comme il sait les messages que tu reçois dans Gmail, comme il sait tout ton carnet d'adresses, et les gens à qui t'as envoyé des mails et qui t'ont envoyé des mails, etc., et tous les gens que tu connais, et ben en fait, il sait absolument toute ta vie. Et c'est comme ça qu'il peut te dire, tiens, mais à cette heure-ci, tu devrais déjà être dans le métro pour aller à l'aéroport. C'est ça. Mais là, tu as parlé de Gmail, de Google, mais les autres moteurs de recherche, Yahoo, Bing, etc., ils font la même chose? Alors, la plupart font la même chose, mais pas absolument tous. Pas absolument tous. Il y a, je pense, par exemple, aux États-Unis, il y a une société qui s'appelle DuckDuckGo. Donc, ça veut dire canard aller.com. Voilà. DuckDuckGo.com, qui est un moteur de recherche qui est assez centré sur les États-Unis, donc il n'est pas très pertinent en français, mais qui lui a vraiment pour politique de ne pas fliquer les gens. Et en France, on a de la chance, on a un moteur alternatif qui s'appelle Qwant, QWANT. Et ça aussi c'est un moteur de recherche mais qui ne collecte pas d'informations sur les utilisateurs. Donc c'est possible de faire des recherches. Quand il utilise quand même des API de chez Bing, il se connecte à Bing, etc. Ou non, ni DuckDuckGo ni Qwant n'utilisent des systèmes existants. Ils vont eux-mêmes ils vont visiter tous les serveurs web du monde, enfin ou peut-être pas tous, mais c'est ce qu'on appelle crawler, c'est-à-dire ils vont chercher les informations sur les serveurs web et puis les index et puis ils répondent aux questions, et ce sans pister les utilisateurs. Donc comme quoi il n'y a pas de fatalité à ça, à être pisté non plus. Oui. Mais souvent tu as dû entendre, même tu l'entends et moi aussi ça m'arrive, c'est on a confiance en Google. Avec nos données, elles sont sécurisées, on reçoit des SMS en cas de problème de mot de passe. Toutes ces informations-là, il faut bien qu'ils les stockent quelque part. Ah oui, les informations, elles sont stockées sur les serveurs de Google. On ne sait pas où d'ailleurs, en fait, on ne sait jamais où, parce qu'ils sont hyper secrets. Donc eux, chez Google et chez Facebook et autres, ils ont donc des data centers, ces genres de grands hangars où ils empilent leurs serveurs, et on ne sait pas où ils sont. Oui. Mais cette prise de conscience est plus pour sensibiliser l'utilisateur, parce que c'est important on va dire, je vais passer en tant qu'utilisateur, c'est important, si j'ai oublié mon mot de passe, une majuscule, une minuscule à la place, et après 5 essais, mince, comment je fais pour récupérer mon code? Donc heureusement qu'ils ont mon téléphone, enfin mon numéro de téléphone pour m'envoyer un code pour que je puisse déverrouiller et accéder à mon compte. Oui.
Oui, tout à fait. C'est bien. C'est très bien. Maintenant, ils lisent quand même tous tes mails et ils ont eu la liste de tous tes amis. Hein. Parfois, ça peut mal tourner. Il y a un monsieur qui, en août dernier, avait des trucs à se reprocher et c'est très mal. C'est un monsieur qui a envoyé une image pédophile à un de ses amis par Gmail. Google, fouillant dans les dossiers de tout le monde, a découvert une image illégale et l'a dénoncée à la police. Alors moi, je suis très content que ce monsieur il soit arrêté parce que, voilà, hein, les choses soient claires, c'est totalement inadmissible la pédophilie. Néanmoins, on a réalisé à ce moment-là que non seulement ils lisent le contenu de tes mails, mais en plus ils analysent les images que tu envoies en pièce jointe et qu'ils te dénoncent s'ils le jugent bon. Donc je pense que ça fait réfléchir pas mal de gens, et pas seulement les pédophiles. C'est-à-dire qu'il y a vraiment quelqu'un qui lit tous tes courriers et qui n'hésite pas à te dénoncer aux flics si possible, si nécessaire. Donc moi, ça a été quand même un peu une prise de conscience à cette occasion-là. Moi, je pensais pas qu'il ferait des choses comme ça. Et donc là, c'est, on va dire, la récolte de données non souhaitées. Parce que c'est à peu près ça. Mais peut-être que nous, lorsqu'on navigue, on a envie peut-être de laisser des traces du genre qu'on achète dans une boutique en ligne. C'est le fait de... Là, on parlait tout à l'heure, c'est quand même le fait de se faire profiler. Hein. Homme, je fais ça, et après, c'est ce que tu vas parler, on est traqué, on est suivi. C'est ça qui est ce qui est le plus effrayant pour moi. Et pourquoi est-ce qu'on est profilé alors ? Parce que c'est une mine d'or, c'est le big data. Voilà. Et très précisément, alors là, je crois qu'il faut toucher du doigt le vrai problème, c'est que effectivement des gens comme Google, Facebook et tous ces gens-là qui nous fournissent un service gratuit, hein, parce que, je sais pas, t'as déjà envoyé un chèque à Google et à Facebook, toi ? Non. Moi non plus. Hein. Donc c'est que c'est gratuit. D'accord. Oui, si c'est gratuit, c'est que c'est toi le produit. Il faut être très clair. Non, mais exactement. Il y a une illustration qui est magnifique, que j'aime beaucoup, qui représente deux cochons qui sont dans une porcherie. Et il y en a un cochon. Le premier cochon dit au deuxième cochon, t'as vu, c'est génial, la nourriture dans la mangeoire est gratuite. Ah ouais, t'as vu, c'est génial, j'adore ça. Et en plus, regarde le toit là au-dessus de nous, il est gratuit aussi, on est hébergé gratuitement. Et la légende de cette illustration, c'est deux cochons discutant du modèle gratuit. Les deux cochons, ils vont finir en saucisson, ou en jambon, ou en mortadelle, en tout ce que tu veux. Mais si tu veux, les cochons, ce ne sont pas les clients. Le client, c'est celui qui achète le saucisson. Hein. Le cochon, il est destiné à être mangé. Et nous, aujourd'hui, sur Internet, on est les cochons. On va finir en saucisson. Parce que c'est pas nous qui payons, celui qui paye, c'est l'annonceur. C'est celui qui donne de l'argent à Google, c'est pour mettre de la publicité dans ton Gmail, dans tes résultats de recherche, etc. C'est pas nous les clients de ces grandes sociétés qui rendent des services accessoirement. Hein. Mais il faut juste être très lucide, nous ne sommes pas les clients de ces sociétés-là. Les clients, les vrais clients, ceux qui payent et qui sont respectés en tant que tels, ce sont les annonceurs. Et ces annonceurs-là, je sais que, en France, en Europe, c'est différent des États-Unis, puisque l'acceptation des conditions générales de vente, quel que soit le site, aux États-Unis, c'est coché, parce qu'ils considèrent que c'est d'office. Ce serait plus de conditions d'utilisation que de vente, parce que là, ils nous vendent rien, on utilise. On c'est utilise. Pas vendu. Voilà. Oui. Les CGU, on dit conditions générales d'utilisation. Et en Europe, c'est nous qui devons faire la démarche de cocher la case pour accepter ces conditions. T'es sûr, toi ? Parce que moi, mais ce qui est effrayant, c'est quand même Google et Facebook, quand ils sont arrivés en France, même en Europe, ils en avaient rien à foutre carrément, et ils sont arrivés, ils ont implanté leurs conditions directes. Il y a dû avoir la Commission européenne, April, la couverture du net, qui a dû taper du poing sur la table, parce que sinon, Oui, parce que c'était pas la même. Ils sont imposés, ils ont fait leur rouleau compresseur. C'est pas nous qui avons décidé. Peut-être que je dis des conneries, mais ils sont quand même imposés fortement. Oui. Mais je sais même pas je crois que personne n'a jamais lu les conditions générales d'utilisation. Enfin, je veux dire, moi, j'en ai lu une bonne partie de plusieurs services parce que je suis en train d'écrire un bouquin et que je devais vraiment faire si tu veux, documenter le truc. Mais il faut être clair, les gens ne réalisent pas
ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas les clients. Ils réalisent pas. C'est-à-dire quand je leur dis, vous savez, Google lit vos emails. Non. Si. Et alors là, tu sors l'extrait et tu dis, nous lisons et analysons le contenu de vos messages. Ah bon? Et puis ensuite, il y a un deuxième truc aussi quand tu as un téléphone Android, c'est que en fait, tu es fliqué en permanence. Et si tu vas sur Google Location History, tu cherches ça par exemple dans Google, et ben tu es emmené vers une page où tu vois, tu suis à l'instant T l'endroit, enfin tous tes déplacements dans la journée, parce que ton téléphone, il envoie à Google tes déplacements pendant la journée. Et si vous voulez voir le global, vous allez sur Google Dashboard, sur votre compte Google, et là vous allez voir d'autres, donc il y a la partie Street View, donc ce que tu disais sur les positions, et après vos recherches, etc. etc. Oui, et tout ce qu'il sait, et tout ce qu'il a déduit aussi sur nous. C'est-à-dire que là, en plus, c'est même pas des données qu'on a données à Google. À la limite, quand tu utilises Gmail, tu comprends que tu donnes tes mails. Et là, en plus, c'est les données qui sont captées sur ton téléphone, et c'est aussi toutes les recherches que tu fais, parce qu'ils ont aussi un truc qui s'appelle Google Analytics. Google Analytics, c'est de l'analyse d'audience de sites web. En gros, et ce truc est vraiment très très bien fait. Et du coup utilisé par une majorité de sites sur Internet. Et donc en fait Google, c'est exactement quand tu vas sur tel journal ou etc. Ben, il détermine quels sont les articles que tu lis, quelles sont donc tes opinions politiques, quels sont les trucs que tu envoies à droite à gauche dans tes mails, quels sont les et ainsi de suite. On arrive vraiment à dresser un profil psychologique et comportemental de l'utilisateur. On sait quel âge tu as, on sait ton niveau de revenu, on sait où tu habites, on sait où est ton bureau, etc. On sait à quelle heure tu te lèves. Enfin, c'est juste incroyable. Ce qui est important, par exemple, on est perdu, on a son Android, on va aller sur Google Maps. Si on désactive le positionnement, on ne peut pas accéder à Google Maps. Arrête-moi si je dis des bêtises, on ne peut pas utiliser les services. Si on ne veut pas se faire positionner, tu ne peux pas utiliser mon service. Non. Et il y a un truc qui est génial, c'est que je montrais Google Location History, donc l'historique de localisation de Google avec le téléphone, et je dis, voilà, on est fliqué partout. Et alors là, le mec en face de moi, il fait, ouais, mais moi, monsieur, je désactive le Wi-Fi, parce que le Wi-Fi, il sert à te connecter, etc. Oui. Et tu vois, je suis tranquille. Et alors là, je lui montre, je désactive le Wi-Fi sur mon téléphone, je fais, vous avez vu, il y a un message là quand vous désactivez le Wi-Fi. Il fait, oui, vous l'avez vu? Bah non. Bon, lisez-le bien. Alors là, c'était marqué, en désactivant le Wi-Fi, vous ne pouvez plus vous connecter à Internet parce que vous avez désactivé le Wi-Fi, mais il n'est pas vraiment désactivé, il est encore utilisé pour vous localiser. Elle fait, ah bon, en fait, ça sert à rien que je désactive le Wi-Fi. Bah oui, tu peux te priver d'Internet si tu veux, mais de toute façon, tu es toujours fliqué. Si l'intérêt, c'est pour économiser la batterie. Ah, il y a un avantage, oui, tout de même. La batterie du téléphone portable, parce que elle consomme vite. Oui. Et t'allais dire une bêtise. Non mais calme-toi, oui, reprends ton souffle. Zen. Un petit massage. Voilà, oui, en direct. Si je vous propose, on fait une petite pause. Entre-temps, je vais ouvrir l'antenne, donc si vous avez des questions, on va continuer bien sûr cette émission. On est avec Tristan Nito et Christophe Villeneuve et moi-même. On va faire une petite pause. Donc j'ouvre l'antenne à 08 92 23 95 20, 08 92 23 95 20. À tout de suite.
Radio ici maintenant, 95.2 FM Paris, c'est Cyberculture. On a écouté Limitless, la musique du film, hein, c'était Happy Pills. Je vous rappelle que nous avons notre chat qui est ouvert à chat.rim952.fr et je suis avec Tristan Nito et Christophe Villeneuve et on parle de liberté, de data. On était sur Google, de ce qui se passe tous les jours, hein. Et j'ai ouvert l'antenne 08 92 23 95 20. Oui, Allez, et on parle de contrôle de données. Oui, contrôle, test your contrôle. Voilà, c'est ça. Donc là, on va changer un petit peu de ce qu'on a pu parler par rapport à la première partie. La position par rapport à tous ces organismes. Comment, donc on connaît qu'il y a l'April, il y a la CNIL, la FUL, la Quadrature du Net. La quadrature du net. Quadrature du Net, pardon, si j'ai écorché le nom. Des bons petits gars, faut leur donner des sous. Voilà. Après, il y a la partie officielle, donc le souhait de l'État, enfin des différents États ou gouvernements. Et puis aussi, on a parlé déjà des grands groupes, mais et nous, là voilà. Donc là, on a 3 secteurs. Il y a l'organisme, les associations qui sont là pour nous défendre, nous alerter, si j'ai tout suivi. La partie gouvernement et nous. Est-ce que on peut détailler point par point? C'est-à-dire d'abord les organismes qui sont là pour nous défendre ou nous alerter, quelle est leur réaction ou leur position sur ces données? Alors ça dépend de quels organismes on parle. On va dire qu'en gros, il va y avoir des gens comme l'AFUL et l'April et les LUG ou LUG, donc des groupes d'utilisateurs Linux, tout ce qui est monde libriste. C'est des gens qui vont promouvoir le logiciel libre et dire que c'est une partie de la solution au contrôle de l'informatique aujourd'hui, puisqu'on est en train de perdre concrètement le contrôle de nos données. Et ces gens-là, avec le logiciel libre, vont dire, écoutez, un logiciel libre qu'on peut auditer, qu'on peut modifier pour ses besoins, est une partie de la solution à ce problème de contrôle de l'informatique. Il y a un deuxième groupe qui est tous les gens que tu n'as pas mentionné, mais ils sont assez proches. C'est des gens qui vont faire la promotion de la cryptographie, c'est-à-dire du chiffrement, qui vont dire, en fait, là, sur Internet, malheureusement, il y a des écoutes qui sont faites, il y a des espions, des gens qui mettre des genres de bretelles numériques sur nos lignes ADSL ou plus concrètement sur les câbles de fibre optique et qui viennent écouter l'internet pour capturer les données, ou ils vont mettre aussi ils vont poser des micros entre guillemets chez Google, Facebook, etc. Puisqu'après tout Google et Facebook nous connaissent très très bien, il y a des espions qui vont espionner directement Google et Facebook, Apple, Microsoft, Amazon, etc. De façon à récupérer ces données pour espionner les utilisateurs. C'est ce qu'on appelle la surveillance de masse, et c'est exactement pour ça que j'écris mon livre, c'est pour expliquer tout ça aux utilisateurs. Alors après, il y a les gouvernements. Et alors là, les gouvernements, il y a des approches qui sont pour le moins contradictoires. La CNIL, Commission nationale informatique et liberté, sont des gens qui vont essayer de protéger les utilisateurs et les libertés des utilisateurs quand ils utilisent l'informatique. Donc ça, c'est des gens qui vont essayer de réguler, contrôler le fichage des utilisateurs. C'est des gens qui font un travail très intéressant, mais qui forcément a ses limites. Toujours au niveau des gouvernements, il va y avoir tout ce qui est services secrets qui, évidemment, au nom de la lutte contre le terrorisme, va avoir besoin, pour bien faire son travail, de surveiller certaines personnes qui sont potentiellement terroristes. Et alors là, que les choses soient claires, je suis complètement pour ça. C'est-à-dire que je pense qu'il y a des méchants, avec beaucoup de guillemets, et que ces méchants doivent être surveillés. Mais de façon ponctuelle. Le souci, c'est qu'il y a la tentation pour ces services secrets de dire « Ah, mais en fait, je vais surveiller toute la population. Et comme ça, si jamais il y a un méchant qui émerge, j'aurai toutes les informations déjà sur lui. » Alors c'est là que eux et moi, on n'est pas du tout d'accord. C'est parce que je pense que la surveillance de masse, c'est dramatique pour une population, parce qu'en fait, c'est directement ce qui nous mène à un état policier. Et ça, c'est vraiment le pire des cauchemars.
Et puis aussi, toujours dans le gouvernement, bah, il y a des gens qui essayent de trouver un équilibre entre les deux, c'est-à-dire être à la fois pragmatique pour lutter contre les terroristes, et aussi de préserver les libertés individuelles. Il se trouve que moi, j'étais nommé il y a 2 ans, je suis un des membres du Conseil national du numérique, et c'est un sujet dont on discute beaucoup. Donc le rôle du Conseil national du numérique, c'est d'aider le gouvernement à prendre les bonnes décisions sur un certain nombre de sujets liés au numérique, dont évidemment la surveillance. Et bah là, on essaye d'être très équilibré entre liberté personnelle d'un côté et donc être contre la surveillance de masse, mais donner la possibilité aux services concernés de faire leur travail de lutte contre le terrorisme. Et faire attention qu'il n'y ait pas ce dérapage, parce qu'on le voit et c'est arrivé dans des tas de pays et à des tas d'occasions, dire ah oui, je lutte contre le terrorisme et puis pendant que j'y suis, je vais lutter contre la pédophilie. Oui, bah, c'est très bien. Et puis aussi, après, il y a des gens qui s'engouffrent en disant mais il faut lutter contre les gens qui piratent des films. Ah oui, mais attendez, on avait dit les terroristes au début, après on a dit les pédophiles. D'accord, mais alors, parce qu'après, pirater des films, enfin, je veux dire, on n'est pas du tout dans la même, sur la même gravité des faits. Et puis, au début, c'était, vous savez, il faut qu'on soit très efficace, il faut qu'on puisse suivre des gens. Et là, il y a un principe fondamental qui est de dire, d'accord, pour surveiller des gens, il faut, ou avoir des sanctions contre ces gens, il faut une décision du juge, un juge qui est garant des libertés individuelles. Et puis après, les services de police, c'est oui, mais les juges, c'est compliqué, ça fait de la paperasse, etc. Ce qu'il faudrait, c'est qu'on puisse, d'un point de vue administratif, juste décider qu'on le flique ou qu'on le sanctionne. Et puis là, c'est le début de la fin, quoi. C'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. C'est que on commence à surveiller de plus en plus de gens, à sanctionner de plus en plus de gens, et ce champ juge, et à la fin, on est vraiment dans un état policier. Donc il faut trouver ce juste équilibre pour préserver les libertés individuelles, éviter la surveillance de masse, mais toutefois être très efficace dans la lutte contre les choses qui méritent vraiment de l'être, et je pense en particulier au terrorisme. Et nous là-dedans, parce que par exemple... Eh ben, il y a des tas de choses qu'on peut faire, si on décide de les faire. Oui, je peux espionner ton ordinateur. Ouais, tu peux essayer, ouais. ou te donner avoir envie de venir sur mon site internet pour que je puisse récupérer des informations venant de toi. Oui, ça, je peux faire. Ben bien, j'ai pas le droit. Ou la démonstration que je t'ai faite tout à l'heure avec mon téléphone Android avec ma carte NFC. Oui, tout à l'heure, il nous a fait une petite démonstration et avec des informations très intéressantes. Enfin, sur sa carte bancaire. Ben, je pense qu'on fait la même alors. De temps en temps, je fais blêmir les gens autour de moi comme ça, en faisant une démonstration avec ma carte bancaire et la, NFC, et la puce NFC. Donc, nous, en tant qu'individus, il faut bien comprendre que l'Internet, c'est la vraie vie. Et c'est un reflet de la société. C'est-à-dire que de la même façon que y a des coins un peu glauques dans Paris où tu vas pas te promener la nuit à 3 heures du matin, tu sais que tu prends des risques, et ben avec ton ordinateur c'est exactement pareil. Il y a un certain nombre de précautions à prendre. Mais pour ça, il faut essayer de se documenter un petit peu, il faut essayer de comprendre ce qui se passe, et ça, il faut se donner un petit peu de peine pour ça. Ça, c'est un truc aussi que je veux faire dans mon livre, c'est expliquer en gros les gestes qui sauvent, quoi, les trucs de base à savoir. Typiquement, avoir un disque dur complètement chiffré, faire des sauvegardes, avoir un mot de passe compliqué, faire attention quand on se connecte à un Wi-Fi public, d'utiliser du chiffrement, de la cryptographie, etc. Il suffit juste d'apprendre à s'en servir, d'utiliser les bons outils, et pour avoir en quelque sorte, on pourrait parler d'hygiène numérique. Donc nous, en tant qu'internaute, en tant qu'utilisateur, il y a des choses qu'on peut faire pour se protéger, et éviter d'être espionné. Est-ce qu'aujourd'hui, pour un utilisateur lambda, est-ce qu'il y a des boîtes à outils qui existent?
Un petit peu comme la Framaquet qui a été diffusée par l'April, mais dans ce que tu dis, ça va crypter ton disque dur, ça va te préparer sans que tu aies forcément des connaissances. Parce que c'est quand même chaud. Tu n'as pas les connaissances de faire tout ce que tu dis. Moi, perso, bon, je le ferai, mais il y a d'autres personnes. Oui, alors, en fait, là, les connaissances, on peut les acquérir. Le seul truc qu'on ne peut pas avoir à votre place, pour les utilisateurs, c'est l'envie de les acquérir. Finalement, c'est ça qu'il faut aujourd'hui, c'est la question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce que j'ai envie de faire pour me protéger? Est-ce que j'ai envie d'empêcher la surveillance de masse? Est-ce que j'ai envie de me protéger? Est-ce que j'ai envie d'apprendre à me protéger moi et mes proches? Et si c'est oui, si vous décidez de faire quelque chose, à ce moment-là, c'est pas compliqué. Il y a des tas de ressources sur Internet, des tas de blogs qui expliquent ce genre de choses. Je pense à deux livres en particulier qui existent. Il y en a un qui est fait par un journaliste du Monde qui s'appelle Martin Untersinger, qui s'appelle, je crois, Guide de l'anonymat sur Internet, qui est publié chez Erol. Et il y a un guide qui est le guide d'autodéfense numérique. Et celui-là, on va le trouver sur guide.boom.net. Faut que je vais vérifier ça tout de suite. Petite vérification, c'est important. .org, guide.boom.org. Et là-dessus, il y a en fait donc un guide d'autodéfense numérique en 2 tomes. Alors là, c'est genre 500 pages. Hein. Mais alors, c'est ultra complet. C'est vraiment une somme de savoir là-dessus. L'inconvénient, c'est qu'avec plus de 500 pages, il est un peu flippant, ben justement parce qu'il fait 500 pages. Quoi. Mais il y a vraiment tout. C'est des gens qui savent de toute évidence de quoi ils parlent. Moi, dans mon livre, je vais prendre une approche complémentaire. Et à l'autre bout du spectre, je vais vraiment choisir d'expliquer les choses très très simples pour commencer à se protéger. Parce qu'en fait, c'est les premiers pas qui sont difficiles. C'est aujourd'hui, beaucoup de gens se doutent qu'ils sont fliqués, beaucoup de gens se rendent compte que ils sont suivis sur Internet, que c'est toujours les mêmes publicités qui les suivent de site en site. Et ça, ils s'en inquiètent, mais ils ont l'impression de ne pas savoir par quel bout prendre le problème. Et donc, c'est ça ce à quoi je veux m'attaquer, c'est dire je veux leur donner les billes pour commencer à agir. Et on parle de web, mais le web évolue. On va s'orienter un peu plus maintenant sur la partie innovation. Entre autres, les objets connectés. Puisque de plus en on va plus. Se marrer, là, ouais. Ouais, moi je suis chaud hein, parce qu'avec le S5 là que j'ai plein de choses à dire. Mais je vous laisse la main. Parce que le coup du podomètre que j'arrive pas à enlever depuis 5 jours et qui me dit vous devez faire 10 000 pas. Et après, tu as le Gold qui arrive, tu dis, ouais, vous avez fait 10 000, super, Google m'a juste enregistré au niveau de ma santé. Oui, mais tu as peut-être modifié les chiffres. Plus, non, il faut le secouer. Plus la petite lumière là, qui te prend soi-disant ta tension cardiaque, qui est complètement foireux. Parce que... non, Christophe, tu m'as pas raconté tout ça. Donc oui, les objets j'attendais Tristan parce que toi, tu n'auras pas compris. Oui, bah non, parce que moi, j'ai pas ce problème avec mon téléphone. Non, t'as pas de problème de tension. Non, non plus. Donc concernant les objets connectés, les objets connectés, on est 24 heures sur 24 maintenant, quasiment tout le temps connectés. Et avec l'arrivée des frigos, des fours, parce que ça pour l'instant c'est même encore un petit peu prototype, mais j'ai vu déjà des modèles apparaître du côté de l'Asie. Quelles sont les conséquences derrière parce que si on a on va dire, maintenant on s'éloigne de l'informatique, on a un objet connecté chez nous. Quelles sont les conséquences? Est-ce qu'il va nous dire, vous avez fait cuire le poulet trop tôt, de 2 minutes trop tôt? Enfin, ou pas assez? Alors, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a un engouement extraordinaire en termes d'industrie. On l'a vu au dernier salon CES de Las Vegas, début janvier.
il y a une véritable explosion, un engouement autour des objets connectés. Donc on dit que c'est des objets intelligents. Bon, non, c'est des objets qui en plus ont un petit processeur et des capteurs supplémentaires et qui sont connectés à Internet, ne sont pas véritablement intelligents. Mais c'est vrai qu'il y a du logiciel dedans, donc ils peuvent faire des trucs. Et évidemment, c'est du logiciel propriétaire, c'est-à-dire que tu as zéro contrôle sur ce que ces objets font. Et ce sont autant de capteurs qui sont sur toi ou autour de toi. Et tous ces capteurs génèrent des données. C'est-à-dire qu'ils vont mesurer quelque chose et ils vont l'envoyer sur Internet et ça va être mis dans le cloud, c'est-à-dire, comme je disais tout à l'heure, sur l'ordinateur de quelqu'un d'autre. Et ça va être un détecteur de fumée ou ça va être un thermostat intelligent, comme ils le font chez Nest. Nest qui a été racheté par Google, si ma mémoire est bonne. Donc maintenant, non seulement ils ont des capteurs dans ta poche qui, comme tu le disais, sont capables de mesurer le nombre de pas qu'on fait par jour et quand on marche et à quelle vitesse on se déplace. Le bracelet. Il y a les bracelets, etc. Moi, c'est pas de la publicité, mais je suis adepte des capteurs Fitbit, justement, qui m'aident à faire 10 000 pas par jour. Mais bon, il y a des tas de données qui sont générées par ces appareils et qui sont envoyées sur le serveur de quelqu'un d'autre dans le cloud. Et ces données, elles sont analysées. Si elles sont anonymisées, tout va bien, on peut se dire, tiens, les Parisiens marchent en moyenne 8400 pas par jour, ce qui est plus qu'un banlieusard qui va plutôt prendre sa voiture. Bon, moi, pourquoi pas? Le problème, c'est quand ça va me revenir directement dessus, où on va me dire, mais monsieur Nito, ça fait des années que vous faites 3000 pas au lieu des 10 000 pas recommandés par les médecins, donc nous allons augmenter votre prime d'assurance. Ou vous refusez votre crédit. Et où vous refusez votre crédit. Et ça, alors là, pour le coup, ça va poser d'énormes problèmes. Après, il y a en plus ça avec la combinaison des données. Imagine que c'est la même société qui, avec ton téléphone, sait où tu te trouves, et puis il se rend compte avec un capteur que qui mesure en fait ton pouls, et il se rend compte que à tel jour, à telle heure, tu étais à tel endroit et ton pouls a augmenté, et qu'il y avait une charmante personne qui n'est pas ton épouse, qui était au même jour, au même endroit, et qu'à la même heure, son pouls a augmenté. Ils pourront décider de se dire, tiens, c'est un couple illégitime. Ils ont probablement fait l'amour, puisque tout coïncide en termes de lieu et d'augmentation du pouls simultanément. Et ça, quand tu as acheté ton petit appareil connecté ou que tu as acheté ton téléphone, c'était pas un truc dont tu avais idée du tout, tu vois. Et ça, c'est quelque part... Alors, ça pose un problème de type kafkaïen. C'est-à-dire qu'il y a un moment, le système, basé sur ces données, va prendre des décisions pour toi, et sans que tu comprennes du tout d'où viennent ces décisions. Quand je dis kafkaïen, c'est en référence à ce livre qui s'appelle Le procès de Franz Kafka, où un jour il est convoqué pour un procès, il ne sait pas pourquoi, on ne lui explique pas, et puis à la fin il est exécuté, et il n'a toujours pas compris pourquoi il l'était. Avec toute cette accumulation de données qui vient des objets connectés, on est en train d'aller vers un univers kafkaïen où les machines prennent des décisions par rapport à nous qui ne sont pas compréhensibles parce que les machines ont des données et nous n'avons pas ces données. Je lisais hier un article sur une société d'assurance américaine qui s'appelle Progressive. Progressive te dit, si vous installez ce module GPS dans votre voiture, vous aurez jusqu'à 30% de remise sur votre assurance voiture. Alors, il y a un type qui l'a fait, enfin il y a plein de gens qui l'ont fait, mais il y en a un qui était un peu moins con que les autres, il l'a fait et il a tout documenté. Alors déjà, donc dans le boîtier, il y a un GPS, il y a une puce avec un téléphone mobile en gros. Donc en gros, la position, l'accélération, décélération de la voiture, c'est communiqué à Progressive. Et à chaque fois que tu donnes un coup de frein un peu trop violent, eh ben, ta prime, elle prend une claque. Et tu payes plus cher.
Donc il ne faut pas freiner. Et non, et il faut Ouais, pas mais freiner. Et s'il y a un crétin qui pile devant toi, t'es sanctionné. Parce que sinon tu rentres dedans. Non, parce que si tu rentres pas dedans, t'as freiné trop fort, et ça, c'est pas bon pour ta prime d'assurance. Il a fait le calcul, en fait, alors il dit, oui, c'est vrai, après je faisais hyper gaffe de pas freiner trop fort, mais il a économisé $1 en 6 mois sur sa prime d'assurance. Pourtant, il faisait hyper gaffe. Et en fait, il est sanctionné parce que, en plus de ça, il conduit tard le soir, et en fait, entre 11h du soir et 4h du matin, c'est là où les gens ont le plus d'accidents, d'après Progressive. Et donc, c'était sur le nombre de coups de frein Les accidents les plus graves. et le fait que qu'il conduisait à des heures qui n'étaient pas recommandées. Et donc, en fait, si tu veux, il a fait de l'autodélation en installant ce truc-là. Il a fait de l'autodélation, il a permis à un boîtier de dénoncer son utilisateur à la société d'assurance. Et à la fin, il conclut son article en disant: au bout de 6 mois, j'ai débranché mon truc et je me suis senti comme un chien dont on avait retiré la laisse. Parce qu'il s'est senti libéré de ne pas avoir ce truc-là. Donc voilà, les objets connectés, il y a de bons côtés. Moi, je suis très content de mon système qui me pousse à marcher 10 000 pas par jour parce que c'est bon pour ma santé. Mais à côté de ça, je suis très inquiet des données qui sont remontées sur lesquelles je n'ai pas le contrôle puisqu'elles sont remontées vers l'ordinateur de quelqu'un d'autre et que cette société m'autorise à récupérer les données. Ça ne veut pas dire qu'il les efface, hein, mais il m'autorise à avoir une copie des données si je paye pour ça. Et là, on a parlé d'objets, mais il y a aussi la réalité augmentée, les Google Glass, enfin, non, qui ont été arrêtés. Et ça a été arrêté, mais je crois qu'il y a un nouveau boss là, qui s'est mis sur le projet pour réfléchir. Je crois qu'il y a les Google Glass 2, c'est ça? Le retour. Le retour de Sarah Connor. Ah, excusez-moi, non, mais là, j'en peux plus. Hein. Elle est dans les studios, Sarah Connor. Ouais. Elle va arriver. On a besoin d'une femme, c'est la Saint-Valentin. C'est dur. Et donc, les Google Glass étaient aussi considérés comme un objet connecté ou c'est encore autre chose? Ah bah non, les Google Glass, bon, elles sont connectées et toi en plus elles te donnent l'air d'un con. Mais parce que c'est vrai, quand t'es avec les Google Glass, et en plus tu fais flipper les gens. Tu sais, il y a un appareil photo intégré dedans. Donc quand tu parles, tu dis OK Google, prends photo. Et là, il prend une photo. Et donc, oui, ou tu peux rentrer dans un café et tu filmes. Et donc, en fait, tu rentres dans un café avec des Google Glass et tout le monde se dit putain, il est en train de filmer le con. Donc, déjà, si tu veux, tu passes pour un extraterrestre pour un sale con. Il y a des gens qui ont été virés de café justement parce qu'ils avaient des Google Glass. C'était assez drôle. Donc, c'est pas très socialement accepté les Google Glass et c'est ce qui en a fait finalement un échec. Mais c'est clairement un objet connecté parce que les Google Glass, donc moi j'ai eu l'occasion de les essayer, et elles sont connectées à ton téléphone, et ton téléphone étant ton smartphone, étant connecté ensuite à Internet, ça te permet d'utiliser par exemple Google Maps, la carte, donc ce qui fait que tu te promènes dans la rue et il t'indique quel chemin prendre pour te rendre à un endroit ou à un autre. Donc oui, c'est clairement connecté à Internet, oui. Et là, ce que tu as parlé, ça peut faire peur, enfin ça fait peur. Quelles sont les solutions? Est-ce qu'on doit changer nos comportements ou il y a des solutions miracles au niveau logiciel? Bon, bien sûr, ne pas avoir d'ordinateur et on est sauvé. Oui, alors moi c'est pas l'option que j'ai choisie, hein, personnellement. Non, c'est vrai. Je veux dire, moi je veux pas faire peur. Je veux juste que les gens ils se sentent informés. Moi j'ai rien à vendre. J'ai pas d'employeur en ce moment. Si j'écris un livre, c'est pour expliquer, c'est pour informer les gens, mais c'est pas pour leur faire peur. Je veux que on nous fait suffisamment peur. Hein, c'est bon là. Hein. Par contre, je veux leur donner envie d'agir. Et effectivement, des actions, il y en a. Il y a des manières de configurer son navigateur web. Alors déjà, utiliser un navigateur web qui n'est pas livré avec la porcherie dont je parlais tout à l'heure, hein, c'est-à-dire que c'est pas un navigateur web qui va te transformer en saucisson. Il y en a, par exemple Firefox de mon ancien employeur, ou bien Chromium qui est fait par Google mais qui est débarrassé
de tous les services mouchards de Google. Les deux sont d'excellents navigateurs. J'ai forcément une petite préférence pour Firefox, mais les deux sont très bien. Et après, on peut rajouter des extensions, en particulier, alors je vais parler plus de Firefox parce que c'est celui que je connais, mais les extensions qui permettent, par exemple, il y a un truc qui s'appelle SSL Everywhere, qui est fait par le EFF.org, Electronic Frontier Foundation. SSL Everywhere, ça veut dire donc SSL partout, et SSL c'est l'ancien standard de chiffrement. C'est quelque chose qui fait que par défaut, dès que c'est possible, le site web que tu utilises, il va utiliser une connexion chiffrée. Et donc ça veut dire qu'on ne pourra pas t'écouter sur Internet. Ça c'est une première chose. Il peut y avoir aussi une autre extension qui s'appelle Ghostery. Et Ghostery, ça se met dans le Firefox toujours, et ça va virer les mouchards. Tous ces petits trucs qui sont dans les pages web et qui te fliquent de site en site. C'est très simple d'utilisation, Ghostery. C'est pas gênant dans l'utilisation du navigateur et du web, ça casse pas tout. Ça s'installe facilement, c'est gratuit. Ça n'est malheureusement pas un logiciel libre, mais en tout cas, ça fonctionne bien et je m'en sers depuis longtemps. Et il y a un certain nombre de choses comme ça qu'on peut faire. Je vais pas tout détailler, mais déjà ça permet de sortir de cette impuissance qu'on ressent en se disant, on se rend compte qu'on est fliqué, on se rend compte que y a des tas de gens qui ont des tas de données sur nous. Tous les sondages dans le genre-là le confirment. Hein. Il y a, je crois que c'est 67% des gens qui ont déjà essayé d'effacer des traces d'eux sur Internet. Suivant la façon dont on pose des questions, c'est du genre 60 à 90% des gens qui se disent que leur vie privée n'est pas en sécurité avec les géants de l'Internet. Et que les géants de l'Internet en savent trop sur chacun de nous. Donc il y a une vraie inquiétude, mais ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a des choses à faire pour sortir de cette inquiétude et commencer à rentrer dans l'action plutôt que d'être une foule qui a peur et qui reste immobile parce qu'elle ne sait pas quoi faire. Mais même si je mets toutes ces protections que tu as énumérées pour moi, pour mon compte personnel, mon usage, je risque d'être quand même tracé par les amis, du genre une photo qui est prise à mon insu ou avec mon autorisation et qui est publiée sur Internet, je peux être quand même tracé. Oui, c'est vrai. Alors, c'est que les choses soient claires. Donc moi, le parti pris que j'ai, c'est de faire sortir l'utilisateur de sa léthargie et de commencer à agir. Mais je ne vais pas vous dire, attention, je vais vous donner la technique pour être totalement anonyme sur Internet. On n'en est pas là du tout. Hein, mais au moins se protéger des principaux problèmes. Et puis il y a un autre truc qu'on peut faire, c'est commencer à abandonner Gmail. C'est si possible Facebook. Ça va être probablement un petit peu plus compliqué. Mais l'avantage de Gmail, c'est qu'il y a des solutions alternatives où on peut faire du mail sans passer par Gmail. Il y a des trucs qui marchent vraiment très bien. Tu as un exemple Moi j'ai bien une petite astuce pour Facebook parce que je l'ai testé, là ça fait une semaine bientôt, ça fait un peu alcoolique anonyme, ça fait une semaine que je me suis pas connecté sur Facebook et j'ai trouvé une technique, donc j'ai changé, après j'ai fait mon truc, j'ai fait mon geek, dans mon Windows et dans mon Linux j'ai changé dans mon fichier host pour www.facebook.com, j'ai mis localhost, donc 127.0.0.1, donc à chaque fois que j'ai un vieux réflexe de taper Facebook, la page est introuvable. Et là bizarrement mon univers a changé. J'allais sur d'autres sites et là à chaque fois j'avais page introuvable sur les iframes sur chaque site qui dit cliquez si vous aimez cette page, ça a disparu. Donc je suis dans un monde sans Facebook aujourd'hui. Ouais, et je ferai un rapport je vais pas craquer dimanche prochain, j'aurai fait ma semaine. D'accord, c'est bien. Et même sur mon téléphone, j'ai déconnecté, je l'ai désinstallé de mon smartphone, etc. Facebook, j'arrête quand je veux. Voilà. D'accord. Mais Gmail c'est facile, enfin, tu peux très bien aujourd'hui, si ton phone, oui, ou encore plus simple, utiliser l'adresse email qui est fournie avec ton abonnement ADSL. Hein. Donc ça c'est tout simple, c'est quelque chose que tu peux faire. Idéalement tu as ton propre serveur avec ton adresse email, tu peux avoir ça pour pas cher du tout chez des gens comme Gandhi.net.
donc qui est une société qui vend des noms de domaine et qui fournit aussi de l'hébergement. Ça vient avec pour pas plus cher ou à peine plus cher. Donc il y a des solutions. Après, idéalement, la direction qu'il faudrait qu'on prenne collectivement, c'est qu'au lieu de mettre toutes nos données chez ces géants du net que sont Google, Facebook, Amazon et compagnie, si on les mettait sur nos propres serveurs. Et il y a des projets très intéressants de ce point de vue-là qui ne sont pas encore à la portée de tous, mais je sais qu'ils y travaillent et ça me paraît une piste très intéressante avec des petites boîtes avec un mini PC dedans qui va pas cher, tu vois, un genre de Raspberry Pi un petit peu gonflé, où tu mets ton propre serveur de mail et ton serveur web, et tu mets un disque dur dessus, et tu mets tes données chez toi, physiquement, chez toi. Donc le fait de s'auto-héberger. Et donc c'est de l'auto-hébergement. On met ça derrière sa boîte à des. Là, on avait reçu Thomas Guaran qui a développé Domaine Technology Control, donc c'était du GPL. Donc DTC, bon, ça peut faire marrer d'autres, mais ça veut dire Domaine Technology Control. Oui, bien sûr. Et derrière, ça t'installe Apache, MySQL, etc. et un serveur mail avec ton webmail, et tu peux l'installer chez toi. Après, il faut avoir un petit peu les connaissances pour faire les pointages, mais à partir de là, vous êtes libre. Un de la team de Core, enfin de Debian, de Thomas Guaran. D'accord. Il travaille sur OpenStack. Il travaille sur OpenStack. Il y a des gens qui s'appellent Indie Hosters, qui parlent français, qui proposent ce genre de service. Ils ont fait du crowdfunding il n'y a pas longtemps, enfin un appel à contribution. Donc qui propose ce genre de service. Enfin, il y a plein de gens, il faut se renseigner. Ça existe, et non, il n'y a pas de fatalité à finir chez Google avec Gmail. Ah, puis il y en a un truc qu'il faudrait qu'on mentionne quand même, c'est les petits gars de Framasoft. Qui sont vraiment géniaux, et ils ont une initiative qui s'appelle Dégooglisons Internet, donc dégooglisons-internet.org, et eux ils offrent en fait des alternatives à Google pour un certain nombre d'applications. Voilà, c'est encore une piste de plus à explorer. Et c'est ça, en fait, derrière ça, c'est dire, attendez, si je vais résumer, c'est il y a un problème avec nos données qu'on est en train de filer à des monstres qui ne sont pas là pour nous rendre service. Alors qu'il y a des alternatives si on se donne le moyen et l'envie de les chercher. Elles existent, elles ne sont pas parfaites, rien n'est parfait en ce bas monde, et elles sont en train de se construire. Donc si on commence à s'en servir, si on commence à aider à leur développement, eh ben on va pouvoir construire l'Internet qu'on veut, l'Internet qui est là pour nous servir plutôt que de servir des géants d'Internet. Mais moi, ce qui m'inquiète derrière, c'est dans le cadre, par exemple, si je fais un auto-hébergement, etc., c'est le SSL, donc le chiffrage. Donc je vais peut-être, soit je vais auto-signer, sans rentrer dans la complication, je vais auto-signer ma clé, donc ça c'est faisable pour pouvoir communiquer avec les autres serveurs, parce que si il y a une interception des données, il faut quand même crypter ces éléments-là, ou sinon passer par un organisme privé. J'achète une clé genre 30 € chez un hébergeur de nom de domaine, etc. Où là, moi, ce qui me fait peur, c'est est-ce que la NSA, quelque part, ou un gouvernement a cette possibilité de pouvoir craquer ou récupérer cette clé à la demande à cette société privée? Oui, alors c'est une bonne remarque. Je pense qu'aujourd'hui, un certificat SSL dont tu parlais, c'est une bonne solution. Elle n'est pas parfaite. J'ai entendu parler d'un projet qui s'appelle Let's Encrypt, qui devrait arriver quelque part en 2015, et qui est un système qui, en gros, vise à permettre du chiffrement partout sur Internet, enfin sur le web, et permettre à tout le monde de faire du SSL. Avec un nouveau système de génération et de distribution de ces certificats. Donc ça viendra.
on y arrive. En fait, si on regarde bien, on voit que toutes les briques de logiciels libres, de chiffrement, d'auto-hébergement, elles sont en train de se mettre en place, et donc il y a de la lumière au bout du tunnel. On n'est pas obligé de finir complètement fliqué de la tête aux pieds par Google, Facebook et consorts. Il y a une solution. Pour l'instant, c'est pas parfait, c'est pas totalement trivial, mais on va y arriver. Donc il y a espoir, faut pas se résigner. Ah non, mais c'est sûr, hein, c'est juste qu'il faut simplifier les choses. Le net, il y a 5 ans ou il y a 10 ans, était complexe. Et de plus en plus, il y a des associations comme l'April, la FUL, etc., la Quadrature du Net, qui poussent des développeurs, même dans un état philosophique, hein, à nous fournir des outils de plus en plus simples. Oui. Ouais. Ouais. Avant de fermer le dossier, Le dossier n'est jamais fermé, Christophe. Oui, non, mais le dossier Il faut se battre. le dossier de l'émission. Oui, non. Oui, parce qu'après il y a l'autre émission derrière, mais on va pas prendre leur temps. Cette semaine, j'ai vu un message, un article sur ton blog concernant besoin d'un coup de main pour ton livre. Et je pense que là, c'est l'occasion de relayer aussi, en plus de Twitter et les différents réseaux, cette annonce, parce que je pense qu'elle est intéressante. Oui, alors effectivement, pour la 4e partie de mon livre, qui est la partie qui concerne les actions concrètes à faire pour se sortir de la surveillance de masse, commencer à s'en sortir, et je veux des actions concrètes extrêmement simples pour monsieur et madame Michu. Et là, j'ai besoin d'un coup de main. Donc sur standblog.org, sur mon site perso, mon blog, le dernier article en date, celui qui est tout en haut, explique que j'ai besoin d'un coup de main et je cherche en fait des gens qui voudraient m'aider à explorer les bonnes pratiques très très simples pour que chacun puisse faire quelque chose en vue d'éviter la surveillance de masse. Alors, pour l'instant, la dernière discussion en date qui a lieu sur un Framapad, donc un genre de traitement texte partagé hébergé par Framasoft, on discute de la synchronisation des mots de passe et des stockages de mots de passe. Je vais aborder dans les jours à venir un certain nombre de sujets et si vous avez un peu d'expérience avec tout ça, mais pour des solutions très très simples, je suis preneur d'un coup de main pour développer la dernière partie de mon livre de façon Alors, collaborative. on a une personne en ligne, donc c'est Marcus. Bonjour à toi, Marcus. Bonjour. Oui, alors pose ta question à Tristan. Tu veux poser ta question à Tristan, à Christophe ou à À William? votre invité, à votre invité Villeneuve, là, j'ai entendu parler déjà. Tristan, Nito. C'est moi, j'écoute. Oui, vas-y, Oui, vas-y. c'est ça. Non, mais j'ai entendu Vinci Bienvenu qui parlait. Moi, je voulais lui poser la question concernant s'il était d'abord, est-ce que c'était lui qui était à la Ubuntu Party au mois de décembre avec un Bayard? Parce que j'y étais, j'ai assisté aux conférences et j'ai cru entendre votre voix, mais familière, donc je ne sais pas si vous y étiez. La question c'est concernant DuckDuckGo en fait. J'utilise DuckDuckGo et j'ai assisté à énormément de conférences là-bas et je voulais savoir qu'est-ce que vous pensez de ce moteur de recherche en fait, DuckDuckGo. Alors, donc c'était pas moi à la Ubuntu Party parce que j'y étais pas en décembre, mais j'en ai fait. Je crois qu'il a peut-être abusé des Google Glass, Marcus. Non, mais parce que j'en ai fait plusieurs autres des Ubuntu Party, mais en l'occurrence pas celle-ci. Cela dit, je parle dans beaucoup d'endroits pour prêcher la bonne parole de la crypto, de l'auto-hébergement etc. Quant à DuckDuckGo, j'en ai parlé tout à l'heure, oui, c'est une bonne solution. Elle a un petit défaut, alors déjà je trouve que c'est bien en termes de respect de la vie privée, et c'est évidemment infiniment supérieur à Google. Le souci, c'est que DuckDuckGo, c'est des Américains qui se focalisent beaucoup sur le web américain. Et donc, si on commence on cherche en français, ils sont un petit peu moins pertinents que Google, il faut le savoir. Cela dit, il y a des Français, une société française qui s'appelle Quant, QWANT, et donc si on va sur quant.com, là, c'est un moteur qui est fait par des Français qui crawl bien, c'est-à-dire qui va pêcher le web français particulièrement bien, et eux aussi sont respectueux de la vie privée. Donc
pour nous qui sommes en France et qui parlons français, Quant est plutôt une meilleure solution que DuckDuckGo. Et comment vous l'appelez? QWANT.com. Alors, on va pas tarder à rendre l'antenne, Marcus. Est-ce que tu as pris bien les notes? QWANT.com. Oui, QWANT.com. Voilà. C'est pas comme Canton, non. Ouais. Bah, merci à toi, Marcus. Ok, merci. Ciao. Au revoir. Oui, Alors, on est sur la fin de l'émission, hein, là, parce qu'après, il faut que je remonte le siège à Olivier pour qu'il puisse atteindre le micro. oui, C'est ça, faut pas que j'oublie. oui, mais tu restes avec nous, Tristan. Ouais, oui, j'y ai pris goût. Et donc, pour, si vous voulez Conclure. conclure et aller plus dans tout ce qui est lié aux données, l'émission a pu être réalisée, surtout, j'ai pu regarder sur 56 casts, donc des podcasts vidéo disponibles sur Dailymotion que tu participes. Oui. Et Stunblog, donc deux sources qui vous allez retrouver Tristan pour pouvoir en savoir plus autour des actualités. Voilà. Est-ce qu'il y a un autre flux, un autre lien? Non, standblog.org, si c'est intéressant, c'est là, ou sur Twitter, @nito, NITOT. Vous inquiétez pas, je reviendrai, mais Tristan et Christophe sont encore là d'ici quelques instants. C'est la fin de Cyberculture. Merci, Tristan, de ta présence. J'espère te revoir. Avec Christophe, plaisir. ton siège est toujours prêt. Hein. C'est Allez, bien ça. t'attends. Merci. Il y a ton tiroir, je vais bientôt mettre le nom dessus. Et merci à vous et bon week-end. Et on se retrouve d'ici quelques instants. C'est Olivier avec la hotline. Au revoir. Ciao.